Bonjour, bienvenue aux entretiens d'Ing Chao Tseta. Cette année, toujours dans les studios, 3e édition, nous travaillons à la question « Loger les forces vives d'un territoire » avec 2 acteurs du territoire du Pays Basque. Je les présente. Daniel Iribarren, président du groupe ETSI, et Locénie Sangaré, directeur général d'Habitat Sud-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Merci de participer. Pour introduire notre entretien, une question de contexte, puisqu'on est sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous appréhendez la situation du Pays Basque, de votre territoire en général, sur cette question, loger les forces vives du territoire? Mais écoutez, tout simplement, aujourd'hui, une situation tendue, critique. Cette tension s'entrevoit pour ce qui nous concerne, Habitat Sud-Atlantique, au travers le taux de rotation des départs et des arrivées, donc, qui s'est figé à 5,3% à la fin 2023. Donc une tension qui est là, qui est prégnante et qui rend effectivement la situation très complexe sur toutes les catégories en fait, hein, donc le familial, les jeunes, les moins jeunes, donc voilà. Donc on peut véritablement indiquer que la situation s'est tendue et cette tension est bien là et nous la vivons. Oui, vous la vivez assez généralisée. Daniel Iribarren, de votre point de vue d'acteur, comment vous décrivez, comment vous colorez un petit peu de votre discours, de votre point de vue, cette description générale qui est quand même sérieuse, inquiétante? Alors, je pourrais répondre par je dirais le même constat, c'est-à-dire que c'est très tendu et c'est dû exactement pour la même raison, c'est-à-dire qu'on n'a plus de rotation donc, dans nos parcs locatifs. Nos parcs locatifs qui sont essentiellement occupés, ou je dirais majoritairement, de futurs primo-accédants. Et en fait, ces futurs primo-accédants, compte tenu de la morosité, des taux d'emprunt, de la cherté également donc des biens immobiliers, ne donnent plus de congés. Et donc on se retrouve avec une pénurie de logements. Et les nouveaux jeunes arrivant sur le marché ne peuvent plus donc ni louer ni acheter un logement. Donc c'est vraiment donc une grosse problématique que l'on retrouve que dans le privé comme dans le social, quoi. Voilà, c'est la chaîne du logement qui est un peu figée, bloquée, et donc il faut travailler sur tous les segments. Et comment vous travaillez de votre côté dans votre organisme pour chercher des marges de manœuvre, voire des innovations? Quels sont en ce moment les points les plus urgents et les plus, je dirais, les plus spécifiques dans le système pour pouvoir permettre d'avancer? Je dirais que les solutions sont multiples, même si elles ne sont pas forcément évidentes. Donc nous, pour ce qui nous concerne, Habitat Sud-Atlantique, on a plusieurs solutions qui sont étudiées et qui nous permettent effectivement de produire bon an, mal an du logement pour toutes ces catégories dont on a parlé. Tout d'abord, les opérations d'aménagement, donc à partir de réserves foncières que nous sommes constitués. Aujourd'hui, nous gérons à peu près pour une trentaine de millions de réserves foncières, ce qui permet en quelque sorte d'anticiper les sorties d'opérations et de mieux se pencher sur la nature et le type de logement que l'on veut offrir. Donc, maîtriser le foncier en amont permet effectivement de diversifier la production. Alors, est-ce qu'on veut faire du logement étudiant? Est-ce qu'on veut faire du logement inclusif? Est-ce qu'on veut faire du logement pour les familles? Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a la réhabilitation-acquisition. Acquisition-réhabilitation plutôt. Donc, dans les centres anciens, notamment de Bayonne, nous faisons très régulièrement, en lien avec les politiques publiques, l'acquisition d'immeubles. Donc avec des travaux très lourds qui vont jusqu'à du curetage et des partenariats qui sont noués derrière avec des entités telles que le foyer des jeunes travailleurs, et ce qui permet aussi effectivement de produire du logement pour les jeunes. On a également de la densification ou je vais appeler ça de la densification douce, de la surélévation, à savoir qu'on profite de grosses réhabilitations d'ensemble immobilier pour
étudier la possibilité effectivement de monter un peu, de créer des logements supplémentaires. Hein. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, les intervenants en ont parlé, dans le cadre du ZAN, nous devons faire effectivement attention. Donc voilà, donc des solutions aujourd'hui existent. Pas toujours évidente, hein, parce que bon, il y a la question des coûts derrière. Donc voilà. Donc quand on le peut, à chaque fois, on travaille sur des publics spécifiques. Hein, on l'a dit, hein, inclusif, résidence autonomie. Donc pour nous, aujourd'hui, Habitat Sud-Atlantique, on participe à notre manière à la production du logement pour ce type de public. Alors ce que j'entends, c'est que quand vous parlez des opérations d'aménagement, c'est que on est dans une situation de crise, mais vous avez des réserves, donc c'est tout ce travail vraiment anticipé. Il y a le travail plus complexe dans des opérations, notamment de rénovation, un peu spécifique, qui coûte certainement assez cher, mais qui est nécessaire et qui va jusqu'à la densification, donc d'aller très loin sur les formes. Merci pour cette présentation. Je me retourne vers vous. Comment, de votre point de vue, vous mobilisez des outils, vous cherchez des innovations, je dirais pratiques, pour dépasser, en complémentarité avec celles qu'on nous a présentées? On a exactement le même constat et le foncier, je dirais, c'est la clé pour produire plus et arriver donc à pouvoir donc, loger donc, nos locaux. Avec la difficulté que l'on a aujourd'hui sur le foncier qui est très très cher. Donc l'OCDI disait qu'il disposait quand même de réserves. Nous, en tant que privé, on ne dispose pas de réserves et on a quand même quelques difficultés aujourd'hui à résoudre une équation entre la cherté des fonciers et le coût des travaux et je dirais le rattrapage, je dirais, social privé en pourcentage qui nous sclérose sur l'acquisition du foncier, car un foncier bâti vaut peut-être plus d'argent qu'un foncier libre, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ça c'est une première difficulté que nous avons. Donc c'est arriver à résoudre une équation entre social, cherté et cherté du foncier. Donc là, comment on fait ? Donc ça, je n'ai pas vraiment la solution, parce qu'un vendeur, quand il est propriétaire de son foncier, à moins de le contraindre à vendre moins cher, mais pour l'instant, je ne connais pas de loi qui le permette, et la nature humaine ne va pas dans ce sens-là, malheureusement. Donc une équation assez compliquée, voire impossible dans certains cas, mais quand on a préparé cet entretien, vous m'avez indiqué que sur le territoire, vous avez certaines communes, certains fonciers, où vous arrivez à faire des opérations un peu plus spécifiques, complexes à mener, mais vous arrivez quand même à produire des choses. Oui, on arrive à produire. Bon, déjà, par rapport à, je dirais, à la réglementation, l'urbanisme qui nous contraint, ou qui, je dirais, alors contraindre, c'est peut-être un mot un peu fort. Qui vous incite à aller chercher des choses un petit peu plus compliquées. Voilà, qui nous incite à trouver des solutions, etc. Bon, après, les réglementations font aussi que je dirais que les autorisations sont difficiles à obtenir ou sont très longues à obtenir, que les contraintes, et là je parle bien de contraintes, des contraintes écologiques que je respecte, attention, nous font que on a des problématiques de sortie de logement, de sortie de programme, mais malgré tout, on arrive à construire des bâtiments. On en a fait même en privé, grâce à des dispositifs fiscaux qui n'existent plus, à avoir à peu près 60-70% de logements locatifs grâce justement à ces dispositifs. On est sur une construction d'un programme sur Saint-Pé-sur-Nivelle où on a un permis de construire, par exemple, donc, dans lequel on avait réfléchi avec un partenaire autre que HSA, où on faisait 50-50% de chacun de logements, mais on est un peu contraint aussi là pour des raisons environnementales, mais on sortira ce projet-là. Voilà, mais je dirais, nous les privés, on n'a pas vraiment, je dirais, de baguette magique pour sortir ou pour créer de nouvelles idées. Moi, je dirais quand même qu'il y a un nouveau phénomène qui s'appelle le BRS. Hein, oui, sur l'accession sociale le bail à la réel propriété. solidaire, que j'appellerais le bail à construction, parce que ça existe depuis très très longtemps. Je pense que nous, privés, on devrait justement s'y mettre aussi pour réduire donc le coût d'acquisition
et redémarrer des opérations de bail à construction. Je ne parle pas de Oui, bail réel solidaire, hein, du bail à construction Voilà. pur et simple, comme ça existait, sur une durée longue, etc. Voilà, les Voilà. anciennes recettes peuvent être aussi Exactement, intéressantes. voilà. Je me retourne vers vous. Avant un mot de conclusion, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple qui vous donne confiance sur les marges de manœuvre à aller chercher, ou une proposition, quelque chose qui nous ramène vraiment vers l'action concrète? Eh bien, vers l'action concrète, une opération que je qualifierais d'exemplaire à plusieurs titres. Donc une opération sur une commune, la commune de Villefranche, hein, donc, qui a interpellé Habitat Sud-Atlantique en vue d'étudier la réhabilitation d'une vieille ferme, donc sa propriété, Mendibouroa, donc une vieille ferme et une grange qui tombait en déshérence. Donc, avec deux objectifs. Premier objectif, effectivement, il s'agissait de redonner vie à cette ancienne bâtisse sur un site remarquable. Et puis, second objectif, c'était de pouvoir loger les jeunes du village, hein, donc éviter effectivement que ces derniers puissent aller ailleurs. Donc exemplaire également parce qu'avec un accompagnement, que ce soit de la commune, que ce soit de l'agglo, que ce soit du département, que ce soit de l'État, donc ce qui a permis de sortir donc, une opération avec des appartements de type 3 qui ont été commercialisés sur la partie BRS à 180 000 € pour des appartements de type 3 et à 200, un peu plus de 200 000 € pour des appartements de type 4. Donc voilà, donc, et une dizaine de familles heureuses. Voilà, donc heureuses parce qu'elles restent sur le territoire, heureuses parce que elles viennent habiter un site remarquable. Et pour nous, Habitat Sud-Atlantique, le fait d'avoir apporté une juste réponse en aidant cette commune à conserver ce patrimoine, hein, donc voilà. C'est un patrimoine, je pense que toutes les réponses voilà, sont la là. tradition du Pays Basque, mais avec des innovations, des partenariats. Tout à fait. Et je me retourne vers vous pour un tout petit mot de conclusion, si vous souhaitez, sur ce type d'initiative. J'imagine que vous accompagnez. Oui, j'accompagne Voilà. totalement. Et si on pouvait, nous, encore faut-il donc pouvoir, je dirais, acquérir le bien à sa juste valeur pour pouvoir donc réaliser de telles opérations. Mais je rejoins Locini, donc, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, bail réel solidaire, bail à construction, et puis voilà. Donc, oui. je rajouterais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérations qui ne peuvent pas sortir, juste parce qu'on appelle ça un rattrapage par rapport à la loi SRU de manque de logements sociaux, et on se retrouve dans certaines communes avec devoir produire 70%, jusqu'à 70% de logements, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fonciers bâtis, hein, je dirais, qui sont bloqués par ce genre d'opération, parce que la maison bâtie sur le foncier vaut plus d'argent que le programme. Et donc on a des équations qui sont très difficiles à résoudre, mais on arrivera sans doute à trouver des solutions. Merci beaucoup pour cette équation compliquée, mais avec des propositions et des réalisations concrètes qui arrivent quand même sur le territoire grâce à l'engagement des acteurs. Merci à vous, François. Merci à tous.